à écouter sur Binge Audio et sur toutes les applications de podcast. Attention, cet épisode comporte des propos et des descriptions qui peuvent être choquants. Il y avait aussi un phénomène assez étrange, je crois, à l'époque, c'est que d'une certaine manière, elle, on la décrivait comme faisant partie, et c'était pas dit comme un compliment, comme faisant partie d'une élite bourgeoise. Nadia Dame. Par rapport à sa filiation, enfin à sa famille, à ses parents, etc. Et c'était totalement mis à son discrédit. C'était la femme folle et riche, en gros, exubérante, un peu zinzin, qui fait des trucs chiants, qui parle fort, qui boit trop et qui fume trop de clopes. Et lui, on lui a pas du tout fait ce procès-là. Alors qu'évidemment, Bertrand Cantat, il venait de l'élite, c'était une élite culturelle, etc., mais il venait de l'élite. Mais il y a vraiment ce double standard qui s'est mis en place. Et pour un certain nombre de journalistes de gauche qui étaient, je vais le dire comme ça, parce que je pense qu'ils se positionnaient de cette manière-là, pro-Cantat, c'était aussi une manière de mettre ça à distance, de dire, vous voyez, on est vraiment bien de gauche, parce qu'en plus, on voit bien que Marie Trintignant, elle était du mauvais côté, c'est-à-dire du côté de la richesse, de ces riches qui en font trop et qui font n'importe quoi. Les faits sont totalement accablants pour lui, et pourtant, elle est également responsable. Anne-Sophie Anne. Elle est aussi décrite comme une femme, donc quelque part légère. Et ça, c'est vraiment aussi, ça fait partie de la défense du clan de Bertrand Cantat, de sa famille et de son avocat, etc. C'est le type de défense qu'ils ont choisi, un peu comme, je sais pas, les défenses du CAC 40, enfin des grandes entreprises du CAC 40. Tout de suite, c'est les mêmes, on se mobilise. D'abord, on fait taire les témoins, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont décidés donc collectivement de mentir. Puis, on discrédite la victime. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc, son frère dit carrément qu'elle est bonne pour baiser, comme si c'était une raison d'être battue à mort. Donc, ils ont en plus une forme de rhétorique. On a l'impression qu'on est en Afghanistan chez les talibans. C'est-à-dire qu'elle buvait, elle fumait des joints et elle n'était pas vierge. Son frère, voilà, quand Xavier Cantat en parle, on a l'impression que son frère n'avait pas d'autre choix que de la battre à mort. On marche complètement sur la tête. Enfin, c'est incroyablement faux et fou. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux choses qui ressortent. C'est à la fois donc le côté puritain finalement de Marie n'était pas la victime parfaite parce que elle était libre, indépendante et qu'elle avait eu une vie avant. Finalement elle méritait un petit peu de mourir. Enfin, c'est une sorte de béatification, alors que vous dites, et c'est de notoriété publique, elle avait choisi une vie un peu bohème, elle cultivait un certain désordre affectif, et elle était capable de sérieux excès, tout le monde le sait. Marie, elle a eu plein d'amants, elle a eu 4 enfants avec 4 pères différents et non pas 3, ce que semble oublier justement, encore une fois, Monsieur Kiechman et la famille Trintignant. Xavier Cantat, frère de Bertrand Cantat, dans Tout le monde en parle sur France 2, le 27 novembre 2004. Nadine Marquand essaie de nous faire croire que Marie est toujours restée en bons termes avec ses ex. C'est absolument faux. Mais bon, ça arrive à plein de gens, ça, c'est pas forcément un problème. Ouais. Ils essaient de nous faire croire que jamais ils ne l'ont vu s'énerver après quelqu'un, se fâcher. Ouais. Et ce qui est sidérant dans tout ça, c'est que ça a été immédiat. Pour avoir suivi dans la presse des procès dans des affaires de féminicide, ça fait partie, je crois, de la défense de l'avocat du mis en cause. C'est-à-dire, ils vont toujours chercher des éléments à charge du côté de la victime, etc. Dans les prétoires, dans les tribunaux, pourquoi pas. Dans la presse, ça n'a évidemment rien à faire là. On l'a rabaissée, on l'a niée. Soit elle n'existait pas, soit elle existait de la pire des manières, c'est-à-dire la femme qui a rendu un homme fou. Et ça, dans la littérature, dans la culture, dans le cinéma, ça infuse partout ces récits-là, de la femme qui pousse l'homme à la faute, et donc de l'inversion, évidemment, de la charge et de la culpabilité. Marie Trintignant, elle a été déshumanisée dans le traitement médiatique de l'affaire Cantat. Lorraine Descartes. Et cette déshumanisation, elle fait aussi écho à ce qui se joue au cœur des violences conjugales et ce qui fait que en fait, le féminicide conjugal, c'est l'acmé d'un processus de déshumanisation de l'autre qui part dans la banalisation des violences sexistes, dans une forme d'humour dans lequel on baigne tous, on appartient tous à la même société, qui se déclenche aussi avec des insultes, une banalisation d'un vocabulaire sexiste.
avec des violences, le mécanisme de contrôle, des violences aussi parfois sexuelles. Et l'acmé de tout ce processus, c'est le meurtre. C'est ça, en fait, la déshumanisation, c'est de décider qu'on s'octroie un droit de vie ou de mort sur la victime. Les journalistes et les institutions médiatiques, elles ont un rôle dans la manière dont elles traitent de ces affaires pour ne pas accentuer ces violences ou y faire écho. L'inversion de la culpabilité, c'est quelque chose qui est au cœur de la mécanique des violences conjugales, c'est-à-dire que très souvent, en fait, ce que j'ai remarqué sur le terrain en interviewant des survivantes ou en travaillant sur la mémoire de victimes de féminicide, les victimes, en fait, elles se culpabilisent. C'est-à-dire qu'elles vont se dire quelque part qu'elles ont un rôle à jouer dans ce qu'elles subissent. C'est-à-dire, elles peuvent dire par exemple « oui, mais il était fatigué » ou « oui, mais il a eu une enfance difficile ». Elles vont chercher des excuses ou se dire... En fait, elles adhèrent à la logique de l'agresseur. Et c'est aussi ce qui explique cette mécanique de culpabilisation qu'une victime va mettre longtemps avant de se poser le mot de victime sur ce qu'elle subit. Et je pense que c'est un préalable à la réparation ou aussi à porter plainte et aussi à alerter l'entourage puisqu'elles adhèrent à cette logique de l'agression. À l'inverse, le responsable, le coupable, lui, va avoir tendance à se victimiser. Et par exemple, les extraits de l'une des auditions de Kanta ont été diffusés par la presse et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il va dire que Marie a été entre guillemets hystérique, c'est ce qu'il dit, que lui aussi il a été agressé, il montrait un bleu sur son corps et que aussi il rappelle que c'est difficile pour lui de se souvenir, etc. Il parle de lui. Donc elle est devenue très très agressive, très hystérique et elle m'a frappé d'un coup de poing au visage. Bertrand Cantat à Vilnius en 2003, extrait de l'émission Enquête exclusive sur M6 diffusée le 24 novembre 2019. Elle m'a donné le coup de poing, ensuite elle m'a agrippé. Et le cou, j'avais des traces partout. Et les bras, et tout. Dans l'affaire Kanta, il n'y a pas eu d'enquête à l'époque sur ses antécédents de violences intimes. Comme si effectivement c'était un acte, un coup de entre guillemets de folie, un coup de entre guillemets de sang. Et cette théorie-là, elle sert souvent dans les prétoires pour servir le storytelling de la défense enfin peut-être que c'était pas prémédité, mais en tout cas rien ne laissait présager ce passage à l'acte meurtrier, etc. Alors qu'en fait, dès qu'on commence à s'intéresser à ces histoires, on se rend compte que non, ça vient pas de nulle part et que ça s'inscrit en général dans des antécédents de violence. Et qu'en tout cas, pour lutter contre ces meurtres et ces violences, il faut les réinscrire dans un contexte plus global de violence pour les expliquer. C'est pas des passages à l'acte isolés, ne serait-ce que parce qu'en fait, il y en a environ un tous les 3 jours, un tous les 2 jours et demi en France, et que en fait, très souvent, ça s'inscrit dans des violences systémiques. À l'époque, on n'était pas dans le sujet de MeToo, on était dans le crime passionnel. C'était un tort, hein, mais c'est vrai on s'est contenté de suivre un peu le dossier pénal, sans enquête journalistique particulière. On aurait pu essayer d'interroger toutes ses anciennes compagnes. Renaud Lecadre. Et dans la mesure où déjà Christian Radi refusait de le balancer, donc c'était un peu compliqué. D'autant plus que Bertrand Cantat n'avait pas 50 000 anciennes compagnes. Il y en avait une, avec laquelle il a vécu pendant 10 ans. Donc c'était tout à elle. Si elle refuse de dire des choses, on ne peut rien faire. Il faut pas oublier que aussi pendant ce procès, Bertrand Cantat a été sauvé par son ex-épouse. C'est vraiment elle qui lui sauve la mise. Frédéric Vézard. Le moment fort du procès et toute la thèse de l'accusation côté Trintignant, pas forcément la thèse de la justice italienne d'ailleurs qui jugeait les faits, mais tout le discours de Nadine Trintignant et de la famille de Marie Trintignant, c'était de dire Bertrand Cantat est un homme violent depuis longtemps. Il a des antécédents, c'est une brute. Voilà. Ce qui est passé n'est pas un hasard, n'est pas un accident, c'est la suite d'un long processus et c'est une personnalité dangereuse. À partir du moment où l'ex-femme de Bertrand Cantat s'est levée pour dire en russe, parce qu'elle est hongroise, donc elle a parlé en russe en fait, enfin elle a donné sa déposition en russe pour dire que jamais Bertrand Cantat n'avait levé la main sur elle. Et la justice lituanienne ne pouvait pas le condamner plus qu'elle l'a condamné, donc elle lui a sauvé la mise. Le destin de Christian Radi, c'est vraiment l'histoire la plus tragique, quelque part, parce que c'est
D'abord, c'est la femme abandonnée qui a été quittée, je crois, 5 jours après son accouchement quand même, de son deuxième enfant pour Marie Trintignant, qui est malgré tout restée digne du début à la fin, qui au moment où son mari tue sa maîtresse, vole à sa rescousse, part tout de suite immédiatement à Vilnius pour le soutenir. Je devais être à cet endroit pour essayer de comprendre, pour essayer d'aider. Son état doit changer sûrement chaque seconde, mais au moment où je l'ai vu, c'était un homme abattu qui n'avait plus envie de vivre parce qu'il a perdu la femme qu'il aimait le plus au monde depuis 6 mois. Et d'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est qu'elle change de version. C'est-à-dire qu'au départ, quand elle arrive à Vilnius, elle est sous le choc, elle tombe sur plusieurs personnes, parce que ça s'est passé sur le tournage d'un film. Et donc, quand elle arrive à l'hôtel, elle a dit à plusieurs personnes, séparément, avec plus ou moins de détails, qu'en réalité, elle avait déjà été victime de violences. Sauf que quelques jours plus tard, quand Marie Trintignant meurt, au moment où elle confie ses actes passés, Marie Trintignant est juste, elle est dans le coma, mais tout le monde pense qu'elle va finir par se réveiller et qu'elle va survivre, et donc c'est terrible, mais je crois qu'ils ne prennent pas encore la mesure de la gravité de la situation. Quand elle meurt le 1er août, tout d'un coup, là, il s'agit d'un homicide. Donc Bertrand Cantat risque une peine beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourde. Et là, elle et les membres du groupe changent tout d'un coup de version, assurent vraiment de manière très, très forte et ferme que jamais Bertrand Cantat avait été violent. Et c'est ce qu'ils continueront d'affirmer pendant le procès, etc. Une fois que Bertrand Cantat sort de prison, donc 4 ans et quelques plus tard, il est en conditionnel, il se réinstalle avec elle. Ils ont une relation en fait libre, donc du coup, et ils voient chacun d'autres personnes, etc. Finalement, ils se remettent pas en couple complètement. Et malheureusement, dès qu'elle rencontre quelqu'un, là, c'est là où la possession, etc. revient. Il essaie de revenir avec elle, absolument. Et donc ça, j'ai pu récupérer en fait une grande partie de sa correspondance privée à elle, et qui m'a permis de dater très précisément, de raconter avec des détails comment elle est retombée un peu sous sa coupe. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant ces années où il était en conditionnel, quel était l'état de leur relation, et comment on en arrive à nouveau à un nouveau drame qui est sa mort en 2010 par pendaison. Progressivement, à Bordeaux, Bertrand Cantat et Christina Radi reprennent une vie de famille. Le dimanche 10 janvier 2010, dans leur maison du quartier Nansouty, à la mi-journée, le fils aîné du couple découvre Christina pendue à l'étage. Bertrand Cantat dort au rez-de-chaussée. La jeune femme de 41 ans s'est suicidée. Pourquoi cette femme qui aimait tant ses enfants et qui avait fait le plus dur avec Bertrand Cantat a mis fin à ses jours? Même pour ses amis, cela reste un mystère. Je ne peux pas expliquer, c'est quelque chose complètement inattendu. Elle était très très forte. C'était une des plus fortes femmes que je connais, qui était toujours optimiste, qui a toujours cherché la solution, pas les problèmes. C'est complètement asymétrique, tout le travail sur le passé qui a été fait. Rose Lamy. Je pense qu'on le ferait, le travail, maintenant, parce que, justement, on a compris que c'était un système de violence, que c'était structurel, et qu'en fait, il y avait rarement un passage à l'acte unique. Moi, c'est ma thèse, hein, j'en parle souvent, mais je pense que la catégorisation de ces violences-là dans la rubrique des faits divers, ça fait qu'on ne peut pas les analyser à la suite. En fait, à chaque petite histoire, il y a une résolution, comme un conte, et on n'a pas pu prendre la mesure du fait que ça se produisait tous les 2 à 3 jours. Donc là, on a quand même travaillé sur le fait de mieux les traiter, et de les mettre en lien, et de faire prendre conscience au monde qu'en fait, c'était structurel. Les féminicides, on ne peut pas les arrêter. Enfin, c'est quand même une machine qui est en route et qu'on ne peut pas arrêter. C'est très perturbant, c'est affreux. Donc ce qui a changé, c'est que à l'époque, on a dû se dire, tiens, c'est un fait divers, c'est unique, c'est une exception à la norme, c'est vraiment spectaculaire, c'est un homme qui tue sa femme, en plus on le connaît, en plus on l'aimait bien, enfin vraiment, on est sidéré. Donc on n'a pas pensé à se dire que peut-être qu'il y avait un mode opératoire et un passé derrière. Une des difficultés vraiment de l'enquête, c'est que assez vite, des noms revenaient. Anne-Sophie Anne. De femmes qui avaient été donc victimes de violences avant Vilnius et après. Et donc j'ai essayé de les retrouver, et j'en ai retrouvé d'ailleurs certaines. Mais à nouveau, le mur de silence s'est vraiment érigé à nouveau devant moi. D'abord, elles ont été
très très difficile à trouver. C'est-à-dire qu'on a l'impression que elles ont toutes déménagé, un peu changé de vie, coupé les ponts. Donc on a vraiment l'impression qu'elles disparaissent, quoi, et qu'elles veulent pas témoigner, ne serait-ce que pour le défendre, parce que je sais pas, c'est un peu naturel. Moi, si on attaque un de mes ex, je prendrai le téléphone pour dire mais c'est pas vrai du tout, et je le défendrai. Là, ce qui est étonnant, c'est que le silence a presque des airs d'aveu. Déjà dans le cas de la disparition, mais aussi j'en ai rencontré une de potentielles victimes assez en plus tardive, donc et elle non plus, elle n'a pas voulu me confirmer, mais elle n'a pas voulu infirmer non plus, ce qui est aussi une forme d'aveu par le silence. Enfin, c'est ce que je me demande. Les gens ne veulent pas parler. Et je commence à comprendre que dans les cas finalement de violence conjugale, c'est le silence est l'arme la plus redoutable vraiment des auteurs de féminicide. Et cette affaire, Kanta, aussi bien dans le cas de Marie Trintignant que de Christina Radi, ne fait absolument pas exception parce que personne ne veut me parler, ou en tout cas avec extrêmement de difficultés. Je finis par quand même avoir des témoignages, mais alors après des tractations incroyables. Et quand le mouvement MeToo arrive, à ce moment-là, moi j'ai vraiment un sentiment d'enthousiasme et de soulagement très fort, parce que je me dis tout de suite que la suite logique, après avoir dénoncé donc les violences sexuelles, ça serait formidable donc dans le prolongement de cette vague, de dénoncer aussi les violences conjugales, parce que le silence, c'est au cœur de toutes ces affaires. Et si on parlait, si on libérait cette parole, je sais que les féminicides baisseraient. Donc c'est une question de vie ou de mort de parler à ce moment-là. Donc on sort donc cet article dans Le Point qui s'appelle donc Affaire Kanta, enquête sur une omerta, parce que l'omerta est vraiment au cœur du sujet à la fois des violences conjugales, mais de l'affaire Kanta. Une omerta, c'est une décision collective de taire des éléments, et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le groupe, l'entourage, même l'entourage un peu plus éloigné, c'est-à-dire aussi, a priori, la Maison 10, etc., plus certains milieux politiques dont il se revendiquait, l'a protégé pendant des années. Donc l'article sort fin 2017, donc quelques mois après MeToo. Moi, j'ai donc cet espoir fou que notamment dans mes témoins et certaines femmes que j'ai pu rencontrer, qui a priori sont de nouvelles victimes, vont en fait du coup être convaincues qu'elles sont accompagnées, qu'elles sont pas seules, qu'elles peuvent parler, que c'est le moment. Et puis là, énorme surprise, c'est pas une vague de paroles qui déferle, c'est plutôt des vagues d'insultes, de menaces, et puis une forme de rétractation. Autant sur les questions de violence sexuelle, il y a eu une vraie libération de la parole, mais alors sur les questions de violence conjugale, pas du tout. C'est-à-dire que on sent qu'il y a quelque part dans certaines jeunes féministes, tout d'un coup, une nouvelle voix qui commence à émerger, qui existait avant, mais qui était tellement marginale, qui était toute petite. Et donc, il y a quelque part un peu d'espoir, mais alors, c'est pas du tout massif. Et puis surtout, je reçois donc des centaines et des centaines d'insultes, de menaces, mais ce qui est le plus choquant, c'est que beaucoup de ces insultes concernent mon sexe. C'est-à-dire que je suis traitée de pute, de mal baisée. C'est-à-dire que ça revient toujours à ça, finalement. À chaque fois, me ramener à mon sexe, comme si un homme aurait très bien pu faire cette enquête. Il n'y a absolument aucune différence. Et malgré tout, non, d'être toujours ramené à ça, je crois que c'est ce qui m'a le plus humiliée, finalement. En fait, moi, je suis de toute façon de nature assez pessimiste, et sur ces affaires-là encore plus. Nadia Dam. J'ai pas l'impression que les choses aient tant progressé que ça, c'est-à-dire que oui, depuis cette affaire-là, on ne traite plus les féminicides comme des faits divers, et encore, il suffit d'ouvrir n'importe quel journal, encore une fois, ou d'écouter un flash info pour entendre que c'est traité comme un fait divers et non plus comme un fait de société massif, et un problème de société massif. Je pense qu'en tant que journaliste, on n'a pas totalement fait le job non plus. Évidemment, les choses ont nettement évolué, surtout depuis ces 2-3 dernières années, davantage que là, en 20 ans. Je ne suis pas sûre que ça ait été un vrai turning point, en tout cas dans le traitement médiatique de ce type d'affaires. Il restera toujours des gens à qui on va donner la parole en plus, pour défendre Kanta, non pas en tant que meurtrier, sa personne n'a évidemment osé dire qu'il était innocent ni rien, mais comme victime de lui-même
Moi, j'ai toujours peur du backlash, et sur une affaire comme celle-là, évidemment qu'il faut s'y attendre. Non, je suis pas du tout optimiste. Ce qui est intéressant, c'est que au moment du meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat, le même été, il y avait la parution d'une enquête qui est extrêmement importante dans cette mécanique de politisation. C'est l'enquête NVEF qui a été notamment co-dirigée par Maryse Jaspar. Lorraine Descartes. Qui est en fait la première fois où une enquête de grande ampleur nationale quantifie les violences faites par les hommes aux femmes. Et qui a permis notamment de montrer que les violences conjugales étaient très prégnantes. À l'époque, qu'il y avait plus de 200 000 femmes, 200 000 femmes adultes qui se déclaraient chaque année victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. Et oui, c'était la première fois en fait où, avec quelque chose d'assez objectif, des chiffres, on pouvait comprendre qu'il y avait un problème d'ampleur. En parallèle, de l'autre côté des Pyrénées, en Espagne, il y avait un immense débat public politique pour politiser ces violences de manière précurseuse, puisque ça avait fait suite au féminicide d'une dame qui s'appelait Ana Orantes et qui avait quelques semaines, il me semble, avant son meurtre, parlé à la télévision pour raconter ce qu'elle subissait. Et elle avait été tuée et ça avait provoqué, par son ex-mari, et ça avait provoqué une vague d'émotions inédites en Espagne qui avait été le préalable à la politisation et ensuite au vote par le gouvernement Zapatero qui avait été conseillé par des militantes féministes de l'époque à une loi pionnière encore aujourd'hui en Europe, la loi intégrale contre les violences de genre qui a mis en place une réponse très large à ces violences, c'est-à-dire la lutte contre les stéréotypes à l'école, dans les publicités, mais aussi la création de tribunaux spécialisés pour juger les violences conjugales. En plus, en France, à l'époque, cette question était... En fait, on est en retard sur plein d'autres pays. Blandine Grosjean. Et ça reste toujours vrai des intellectuelles françaises qui sont des boulets sur cette question, qui peuvent être extrêmement intéressantes sur les questions de contraception, d'avortement. À l'époque de l'affaire Trintignant, la grande question qui agitait les féministes, c'était la parité. Donc la parité, c'est quoi ? C'est le partage du pouvoir, c'est le partage des postes, c'est le partage de la richesse économique. Et ces questions-là divisaient et n'intéressaient pas parce que c'est difficile de s'identifier à une nana qui se fait buter ou qui se fait taper parce que tu dis, moi, ça m'arrivera pas. Franchement, c'est des filles, elles auraient dû partir avant, elles sont un peu connes, un peu faibles. Qu'il y a eu quand même des polémiques que les plus jeunes ont sans doute oubliées, mais dans les années 2000, quand il y a eu les premières enquêtes sur les violences dont étaient victimes les femmes au sein de leur couple, notamment l'enquête de l'NVF, ça a été, mais vraiment, elles ont été traînées dans la boue par des féministes comme Marcella Yacoub ou Elisabeth Badinter qui disaient on victimise les femmes, n'importe quoi, c'est pas parce que ton mec t'a mal parlé qu'il faut... Donc, c'était nié, c'était absolument nié. Et c'était comme si on en parlait, nous les journalistes, on allait aggraver ou monter en épingle une lutte des sexes qui n'existait pas en France, parce qu'en France, c'est bien connu, c'est l'amour courtois, la liberté sexuelle, les hommes et les femmes sont... Et c'était très difficile de creuser cette histoire. On a été longtemps maintenus dans un truc un peu flou autour des violences, et du coup, on n'avait pas les outils pour comprendre les événements. Rose Lamy. Je le redis, hein, si on passe une vie à entendre que les féminicides c'est des accidents, des disputes qui tournent mal, des crimes d'amour, et qu'après on allume la radio et qu'il y a Johnny qui dit je l'aimais tant que pour la garder je l'ai tuée, si on ouvre un Shakespeare et qu'on voit que des féminicides, comment on peut avoir une vision lucide de ce qui s'est passé, quoi. Et là, pour moi, c'est vraiment les réseaux sociaux qui ont été une plateforme alternative aux médias, qui ont pu dire attendez, on se calme, enfin, on reprend notre souffle 5 minutes, dire qu'on tue par amour, vous êtes bien d'accord que ça n'a pas de sens, et c'est là que la discussion a eu lieu, en fait. Mais je pense qu'il n'y avait pas grande possibilité. Alors, il y avait déjà des pionnières, hein, il y avait déjà des féministes lucides qui n'ont jamais lâché la rampe, hein. Mais d'un point de vue opinion publique, je pense qu'on n'avait pas les outils pour comprendre ça. En tout cas, moi, ce qui me poursuit encore depuis, je me pose très souvent la question, parce qu'en fait, je pense très souvent à cette affaire,
je me demande, comme beaucoup, quelle aurait été la nature du débat si les réseaux sociaux avaient existé. Et je le dis vraiment avec naïveté et sans esprit de... Je ne sais pas, en fait. Aujourd'hui, par exemple, un tel événement arriverait avec les réseaux féministes tels qu'on les connaît, les personnes, les femmes qui s'expriment sur Twitter tels qu'on les connaît. On ne laisserait pas passer les choses qu'on a laissées passer, qu'on a laissées à l'époque. Et effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, on aurait pu commencer à parler d'affaires comme celle-ci comme relevant de la violence machiste. Et c'est un mot qui n'est pas du tout apparu à l'époque. On ne parlait pas de violence. On parlait, encore une fois, on empruntait au langage du romantisme, etc. On parlait très peu de coups. Les rapports d'autopsie sont arrivés plus tard. On n'a pas évoqué cette affaire dans sa crudité. Et il y a une femme, une amie de Marie Trintignant, qu'on entendait, je crois, déjà à l'époque, mais qu'on n'a pas voulu écouter, qui s'exprimait déjà, Lio, qui a toujours dit ce qu'on dit là aujourd'hui, avec une force, avec une acuité, avec une précision. Voilà, elle a toujours martelé que c'était un féminicide. Elle a toujours décrit Cantat comme il était, c'est-à-dire un monstre, Marie Trintignant telle qu'elle était, c'est-à-dire une victime, la victime de violences sexistes et machistes. Et on l'écoutait pas, cette femme-là. Et je me rappelle, j'ai revu il y a pas très longtemps des extraits de plateau où elle était chez Ardisson ou chez machin et tout. Et ben c'était pareil, on l'a reléguée à la même place que Marie Trintignant, c'est-à-dire la vieille folle. Dire que Marie était responsable de sa mort avec lui, que c'est la passion et l'amour qui l'ont tuée, non, l'amour n'apporte pas la mort. Ou alors c'est une erreur. Lio, dans Tout le monde en parle sur France 2, le 7 janvier 2006. Et que quand j'entends Hubert Félix-Thiéphane qui dit « Ronge tes barreaux, mon ami, nous t'attendons dehors », on t'a volé ton amour. Mais qui lui a volé son putain d'amour? Marie est morte sous ses coups, dans un visage tuméfié. Il a laissé mourir dans son lit alors qu'il aurait pu appeler les secours. Et moi, je trouve une seule chose, c'est que tant que les femmes accepteront d'être victimes au nom de l'amour, c'est foutu. À bas Bridget Jones, à bas Bridget Mais Jones. quelle Bridget je ne Jones? veux plus de Bridget Jones. Je veux des femmes qui soient respectées. Et ben moi, je vous dis... Parce qu'on en a parlé avant à cause du prince charmant. Bien. Oui, elle y va. Je veux dire, la question, elle était déjà posée par les féministes. Après, il y a toujours une latence avant que l'opinion publique entende les revendications féministes. Donc là, il a fallu presque 20 ans. À force de travail et de marteler que le crime passionnel n'existe pas, ça devienne une grande cause du quinquennat, que ça rentre dans le dictionnaire, que ça rentre dans les prétoires. Enfin, tout ça, c'est quand même... moi, à l'époque, pas du tout, mais les féministes avaient déjà lancé le débat en 2003. La question, c'est toujours le temps de latence à accepter une idée féministe. Il faut qu'on passe par tous les trucs habituels. C'est extrémiste, elle déteste les hommes. Voilà, toujours tout. On fait diversion jusqu'à ce qu'on puisse plus, mais en attendant, on perd du temps. Et oui, c'était une occasion manquée de la société d'utiliser cette affaire pour avoir un grand débat. Mais ce débat, on n'est encore pas vraiment capable de l'avoir en 2023, donc je pense qu'on n'y est pas encore. Si j'ai un regret majeur par rapport à cette histoire, c'est tout ce qui s'est passé était d'une violence inouïe pour les femmes, les victimes, les survivantes, ok. Mais par la figure de Bertrand Cantat, dont j'étais fan moi à l'époque, altermondialiste, qui avait fait des provocations sur Universal, sur le dernier album qui était génial sur la mondialisation. Et c'était la personne qui aurait pu faire la différence, qui aurait pu dire, écoutez, effectivement, je sais pas comment il aurait fait, mais il y a plein de manières de faire mieux que ce qu'il a fait en tout cas. Au lieu de nier et de l'accabler elle pour s'en sortir, et de se victimiser, il aurait pu prendre ses responsabilités et dire écoutez, en fait, vous voyez, personne n'est à l'abri de commettre un meurtre conjugal, on est dans une société qui produit de la violence, j'en suis l'incarnation, et c'est vrai que ça aurait pu venir de lui aussi. C'est un grand regret, ça. Enfin, un regret, je sais pas si on peut regretter quelque chose qui n'a jamais même existé dans sa tête, mais moi j'en sais rien. Ouais, rendez-vous manqué, franchement, c'est pas faute d'avoir essayé, mais c'est toujours pareil. Là, j'ai vu que Le Point avait fait une sur l'affaire Cantat qui vient de sortir, et c'est Carla Bruni qui dit il y avait peut-être quelque chose qui allait pas dans le traitement médiatique à l'époque. On a envie de dire ok, qu'il faut 20 ans pour que les médias centristes, voire plutôt conservateurs en l'occurrence,
s'approprie le discours des féministes qu'on jugeait radical en 2003, et c'est un cycle permanent, quoi. Et c'est toujours c'était mieux avant, on n'accepte pas le discours féministe en temps et en heure, et dans 20 ans, on dira que tout ce qu'on fait actuellement, c'est admis, quoi. Mais il faut du temps. À suivre.